Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du Club 115. Nous arrivons à la fin de cette tournée d'automne et nous allons débriefer la superbe victoire du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande. 40-25, 40 pions passés aux Blacks. Et pour en discuter, on accueille Maxime. Salut Max. Salut à tous, c'est notre troisième. C'est le troisième podcast qu'on fait, c'est 3 victoires qu'on débrief. Oui, bah écoute, Ça fait longtemps, hein. ça s'enchaîne bien, c'est beau, ça tourne. Et du coup, c'est vrai qu'on fait une tournée invaincue. On finit en apothéose par ce succès face aux Blacks, Max. Il y avait des questions autour de cette équipe de France après les deux premiers matchs contre l'Argentine et la Géorgie, pas mal de choses qui étaient à retravailler. Est-ce qu'on peut dire que là, le 15 de France tient un match référence avec cette victoire face à peut-être la meilleure nation mondiale? Ouais, pour moi, ça fait partie des 3 matchs références avec la victoire face aux Anglais, le premier match, et la victoire au Pays de Galles. La victoire Pour au moi, Pays de c'est ça Galles lors notre du Six 3. Nations 2020, du coup, celle Ouais, où Romain il y a Tamac 2 ans. intercepte victorieusement le cuir. Ouais, c'est ça, ça fait partie de nos 3 matchs références. On peut peut-être aussi mettre celui en Irlande, parce que c'était une de nos victoires, première victoire à l'extérieur, réellement. Donc, une grosse victoire chez Irlande. C'est toujours difficile de gagner en Irlande, on le sait. Donc, c'est peut-être dans ces 4 matchs-là, c'est nos 4 matchs références qui nous font grandir, qui nous font apprendre. Et pour l'instant, toutes les équipes qu'on a affrontées, toutes sans exception, on les a au moins accrochées une fois notre tableau de chasse. Toutes. Aucune équipe n'est invaincu contre nous depuis la Galtier. Et ça, c'est important. Exactement, exactement. J'en ai eu beaucoup qui oubliaient le match l'année dernière contre l'Écosse. Certes, nous n'avons jamais sous Galtier battu l'Écosse en tournoi à destination, mais nous les avons battus lors de la tournée d'automne, enfin l'Autumn Nations Cup l'année dernière. Donc ça compte Chez comme eux. chez eux en plus, donc ça compte comme une victoire face à l'Écosse. Alors écoute, on a mis 40 pions à la Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est quelque chose qui arrive jamais, pratiquement jamais. C'est la plus large victoire de l'histoire du rugby français. Je te lance Face aux direct Blacks. face aux Blacks. Je te lance direct. Est-ce que la France est la meilleure nation du monde à l'heure où je te pose la question? Et je vais te répondre sans hésiter. La réponse D. Non, non, non. 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 Non, non, non. Nous ne sommes pas la meilleure nation du monde parce que c'est toujours très compliqué de dire la nation du monde quand tout le monde ne s'affronte pas. Quand on n'est pas sur une période de Coupe du Monde où tu as à peu près vu toutes les équipes homogènes s'affronter, tout le monde a pu un peu se jauger, des équipes qu'on a battu d'autres. Là, tout le monde a joué à gauche, à droite, n'a joué aucune équipe européenne, alors que les équipes européennes ont performé pendant cette tournée. Et du coup, on ne peut pas dire qu'on est la meilleure nation du monde parce que l'Irlande a battu les Blacks, comme nous. Les Anglais ont battu l'Afrique du Sud. Ils ont battu l'Australie. Donc pour moi, en fait, ça va se jouer entre. On a déjà discuté tous les deux en off, mais pour moi, ça se joue entre les 4 nations que sont la France, l'Angleterre, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. C'est plus une forme du moment pour savoir qui est la meilleure du monde que la meilleure du monde globale. Et même sur la forme du moment, je ne sens pas les meilleurs mondiaux. Parce qu'il faut pas oublier quand même que nos 2 premiers matchs sont assez moyens, même si on sort un match d'anthologie samedi. Les 2 premiers matchs ne sont pas des matchs dignes d'une meilleure nation mondiale. Ouais, ils ne sont pas d'une meilleure nation mondiale. Après, l'Argentine, si on revient un petit peu vite fait sur le match de l'Argentine, ça peut être 30 pions. Enfin, d'ailleurs, c'est 29-20, mais avec un essai litigieux qui est refusé. L'Argentine qui a un essai qui est accordé, qui n'aurait pas dû être valable. Enfin, en vrai, si le match termine à 36, 36-6, c'est la même chose. L'Argentine ne met jamais en danger. Même si l'Argentine aussi, on a vu qu'ils ont pris une trempe en Irlande, donc ça peut aussi un peu compenser. On a battu la Géorgie, certes en jouant mal, mais on leur a mis les 40 points quand même. Et enfin, 40 points face aux Blacks, qui était le match que tout le monde attendait. Donc je pense quand même que ça reste une tournée qui est très réussie. On a peut-être un petit peu tâtonné avec nos histoires de 5 8 avec... ouais, je pense que c'était pas hyper... la meilleure solution, on va dire, avec aussi Anthony Gelonge qui avait été positionné en poste de numéro 8 contre l'Argentine. On a vu que là, face aux Blacks, quand tout le monde était à sa place, quand on était préparé à l'instant T pour ce match depuis plusieurs semaines, on a répondu vraiment présent. Donc c'est très encourageant. Oui, c'est ça. C'est depuis qu'on a vu dans le calendrier qu'on avait ce match, tous les joueurs de l'équipe de France, même ceux qui n'étaient pas des titulaires, je pense à, je vais pas donner de nom, mais tous ceux qui sont dans les 42, mais qui sont souvent renvoyés en club, tous ces gars-là avaient coché ce match parce qu'ils voulaient le jouer pour le gagner, et depuis longtemps. Et je pense que la préparation pendant cet été, de tous les internationaux qui sont restés à la maison, je pense aux Rochelais notamment, et aux Toulousains qui forment une grosse ossature du 15 titulaire et même remplaçant de l'équipe, ont vraiment dit il faut que je sois au max de ma forme à ce moment-là. On l'a vu avec les Rochelais, on a vu Antonio moyen, on a vu Aldrit moyen cette saison, Danti aussi un peu en Danti. Les trois ont fait un match monumental.
samedi soir, on sentait qu'ils avaient coché ce match-là, qu'il fallait qu'ils soient en forme à ce match-là. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on sait maintenant préparer nos joueurs plusieurs mois à l'avance pour qu'ils arrivent au pic de forme, on en a envie. On a besoin qu'ils le soient. Alors qu'avant, on devait être en forme tout le temps parce qu'on avait peur de perdre tout le temps. Donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir des hauts, des bas pour gérer plus ou moins. Aujourd'hui, on peut. Ça, c'est la marque des grandes équipes. Je te sens déterminé dans ton discours, un petit peu comme les différents discours des entraîneurs, du staff, même des joueurs entre eux qu'on a pu voir. Mais c'est vrai que cette équipe, elle nous emmène avec elle. On a sorti un article, on a sorti plusieurs articles sur le site, le Club 115, où on se demandait, enfin on se demandait pas, mais on affirmait que certains joueurs avaient gagné leur place de titulaire. Au moins, allez, pour le tournoi, minimum pour le tournoi. On se dit qu'il n'y a plus de débat pour Aldrit en 8, plus de débat pour Ntamak en 10, plus de débat pour Jamil en 15. Est-ce que pour toi, là, Donc on a tous le 15 en tête. Ceux qui ne l'ont pas en tête, je vous invite à sortir la compo. Mais est-ce que sur le 15 titulaire contre les Blacks, tu penses qu'il y a des joueurs qui ne sont pas assurés de figurer de nouveau dans le 15 ou qui n'ont pas gagné leur place au moins pour le tournoi? Je pense qu'ils ont tous leur place dans les 42 pour le tournoi, sans exception. Mais ouais, dans le 15 titulaire, ouais. Ou dans le 15 titulaire, sur le banc, on pourrait éventuellement nommer Lucu, qui est peut-être je vais pas dire le maillon faible parce que ça reste un bon joueur, Mais très c'est le bon maillon joueur, faible, mais c'est le maillon faible. Quand, c'est le maillon faible, c'est le voilà, moins bon parmi les excellents. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il profite de la blessure de Couillou, il profite de la blessure de Serein. Donc c'est évident que Lucu normalement ne serait pas dans cette équipe-là, dans ce squad-là, sans les blessures. Donc c'est sûr que c'est le joueur le plus faible. Tous les autres ils sont plus par leur niveau que par les absences. Oui, et puis on peut revenir sur Lucu. Je pense que c'est lui qui a fait le match le plus tranquille de sa vie, hein. Parce qu'il a joué 5 minutes avec 15 points d'avance, enfin 12 points d'avance, et il a juste eu à gérer des pick and go à 5 mètres de la ligne d'en face, où il y avait plus de la peur en face que chez nous. Il a joué dans un fauteuil pendant 5 minutes, je pense j'aimerais bien voir les photos qu'il a prises parce qu'il a vraiment dû kiffer. Et donc du coup pour toi sur ce 15, est-ce que il y a des joueurs pour toi qui doivent être remplacés pour les prochaines échéances? Sur le 15 titulaire, Ouais. sur le 15 titulaire, Est-ce que tu vois des joueurs là qui ont battu les Blacks qui sont moins bons que des joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match? en fait, c'est difficile à dire parce que c'est toujours là un peu en place ça joue toujours sur la forme du moment de certains joueurs. À ce moment, Danti était en forme énorme, c'est pour ça qu'il a commencé. Ficou est en 13 alors que c'est plus souvent un 12. Movaka a profité de la blessure de Julien Marchand. Donc pour moi, ils seront tous dans le groupe. Après, est-ce qu'ils seront tous titulaires? Pas sûr. Movaka pourrait repasser sur le banc en cas de gros retour de Marchand. Mais si Movaka est titulaire, c'est pas une honte. Pareil, si on remet la paire d'anti-Ficou, Alors c'est pas une honte. je te coupe 2 secondes juste pour dire que la stat de Movaka, c'est 117 minutes jouées dans cette tournée, 5 essais marqués. Fin de la C'est, parenthèse. c'est... Dans une autre vie, il était conducteur de camion. Quand on voit comment il Ouais. gère Au- des tonnes d'ennemis, autant c'est ça qu'on peut dire. c'était pas hyper impressionnant contre la Géorgie, autant les 2 essais qu'il marque face aux Blacks sont très impressionnants dans sa gestion du maul, surtout le tout premier essai qu'il marque, où tu as Retallick sur le dos, etc. Ouais. Et il réussit à avancer, avancer, à conduire le camion, à rester lié, et il finit par aller au bout. Sur le deuxième, il part lancer à 5 mètres. Il reste 5 mètres avant de franchir la ligne d'un Il y a but. 4 blagues devant lui. 4 Il blagues y en a un devant. qui se jette, il y en a un qui se jette bêtement, vite fait, tout de suite dans ses Ouais, jambes, ce qui est stupide parce qu'il est déjà à 3 mètres. Donc en fait, dans sa chute, son inertie va remettre dans le but. Ce qu'il faut, ouais. c'est le prendre haut pour le bloquer. Donc là, déjà, il en bat un sur cette stupidité du Blacks en défense. Et après, par son punch, sa puissance, en éliminant ces joueurs-là, il est plus bas qu'eux. Et du coup, il peut les emporter. On se souvient par exemple de l'essai de Soyalo en 2007, où il avait Jérôme Thion sur le dos. Il l'a emporté, alors que Jérôme Thion fait quand même son poids. Et là, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Il était bas, il avait de la puissance, il avait du gaz, il allait marquer. Et du coup, Remarquable de technique. c'est quand même un travail remarquable de Peato Movaca. Là, quand même, j'ai quand même envie de te titiller un petit peu sur le poste de talon. On avait Julien Marchand qui était pas là, qui est peut-être le meilleur talonneur d'Europe. Tu euh, montes, hein. du monde. Si tu veux, même s'il y a quand même une très Il y a rude débat. il y a quand même une très rude, voilà, après, ça peut quand même prêter à un débat, et comme tu dis, c'est aussi en fonction de la forme du moment. Il y a des Puis talonneurs qui sont, des talonneurs qui chacun s- défendra sa chapelle, voilà, c'est chacun ça. défendra son Je truc pense aussi, qu'en donc forcément. réalité, les joueurs sont quand même très proches les uns des autres à ce niveau-là.
Mais par contre, on peut quand même dire que là, Chat-Bourgarit, ça va être très difficile pour eux de revenir. Ils sont très forts, hein. Moi, Euh, Chat, j'aime beaucoup. J'oublie pas qu'il y a pas longtemps un débat pour savoir si c'était lui ou Marchand le meilleur talonneur en France. J'oublie pas que Bourgarit, c'est un très bon talonneur aussi. Mais là, Movaka Marchand, ça me paraît très fort, personnellement. Ouais, puis même Barlow. Barlow, il a joué 15 minutes, il a réussi son touche, mais ça n'a pas eu beaucoup à faire. Il n'a pas fait de bêtises. Sur la relance d'Intermax, c'est lui qui ressort le ballon sur une passe d'essai de 7-8 mètres, qui permet d'aller très vite sur le bout. Ça finit sur Wookie qui traverse, on prend la pénalité. Donc et un talonneur qui sort cette passe vissée du mauvais côté parce qu'il est droitier et puis il faut qu'il la fasse à droite. Donc c'est une très belle passe, donc techniquement c'est très fort ce qu'il a fait. Même si ça reste un pro, c'est quand même quelque chose qui est fort à faire à ce niveau-là, à ce poste-là. Donc bouger cette fois, ça va être très difficile, surtout que Chat est blessé encore, donc il n'a pas d'occasion de se montrer. Bourgarit, il joue en club. Il est titulaire dans son club, il peut se montrer à La Rochelle. Mais le problème, c'est que on le sent peut-être un petit peu en ce moment sous tension, sous pression, Bourgarit. Il a tendance à lâcher un peu, à perdre ses nerfs. Et je pense que c'est ça qui lui a fait perdre sa place pendant la tournée. Donc il va falloir qu'il règle son comportement sur le terrain pour repostuler l'équipe de France. Mais dans l'optique où on part à 42, on part pas à 4 talonneurs, on part à 3 Mm. talonneurs, pas plus. Donc il va falloir aller en bouger un et ça va être très difficile. Il va falloir que les performances en club soient de très haut niveau. Oui, très haut niveau. Et comme tu dis, Bourgarit, en fait, ce sont pas vraiment, je pense, ses compétences en tant que joueur de rugby qui ont été remises en question, mais plutôt, comme tu dis, son comportement. Parce que son comportement qu'il a eu à La Rochelle sur certains matchs, s'il l'a avec l'équipe de France, ça peut très clairement te faire coûter des matchs. Tu prends 3-4 pénalités à toi tout seul, c'est impossible. C'est le temps de Vahemina, ça, en 2017-2018, quoi. Mais tu peux pas refaire ça dans cette équipe de France. Donc, et puis Barlow, c'est un bon soldat, mine de rien. Moi, je trouve que ses qualités rugbystiques, bah, déjà, ont été très bonnes lors de la tournée en Australie. Et là, comme tu dis, sa rentrée, elle est bonne. Et bah, c'est le bon soldat. Tu sais très bien que le mec, il va accepter d'être le troisième rôle, d'avoir le troisième rôle et de jouer ponctuellement. À mon avis, tu as un type comme Barlow, tu lui dis, tu viens à la Coupe du Monde, tu vas jouer la Namibie, tu vas jouer la Namibie, tu vas rentrer contre l'Italie. Le gars, il est content, il vient, hein. Il fait les bagages. Ouais, Alors que déjà, un mec comme Chat, je dis pas que Chat a un sale caractère ou autre, hein, mais juste que Chat a un plus gros statut que Barlow et que c'est plus difficile, je pense, dans un vestiaire, d'avoir trois talonneurs marchand Movaka, Chat et de dire à Chat, bah écoute, Chat, tu joues pas, quoi. ouais, ça va créer. Bah, comme tu dis, Barlow, on sent que c'est le gars qui va accepter ce qu'on lui donne. Chat, tu sens qu'il va toujours vouloir plus et ça peut éventuellement créer peut-être des tensions au sein du groupe parce que va y avoir l'idée à l'entraînement de se montrer face avec d'en face et pas de le blesser parce qu'on n'est pas en fédéral 2, mais de vouloir montrer qu'on est un peu meilleur et de se donner peut-être un petit peu trop l'entraînement, de risquer des blessures. Et c'est aussi qu'avec un Bourgarit qu'on s'est un petit peu chaud de sang, comme on peut dire. Donc ouais, il n'y a pas que le terrain qui compte, il y a aussi la vie autour, comment tu vis ton groupe. En plus, la Coupe du Monde, tu es ensemble à partir de juin, juillet, et tu vis ensemble jusqu'à octobre. Donc, il faut vraiment que le groupe vive en harmonie, vive bien. Et tu peux pas te permettre d'avoir des joueurs comme ça qui peuvent se dégoupiller parce qu'ils ont un air qui se touche pas, là, deux nerfs qui se touchent pas plutôt, parce qu'un seul, ça va être compliqué. Mais tu peux pas te permettre d'avoir ça quand tu prépares une Coupe du Monde. Et du coup, c'est là-dessus que pour moi, Bourgarit perd, et même Chat perd un peu, même si ses blessures sont le principal composant de sa perte de place. Je pense qu'on a conclu sur les talons. Je t'aurais bien lancé un petit peu sur les piliers droits, mais je pense que la performance Ah, d'Antonio et la rentrée de Bamba suffisent à un petit peu illustrer ça. On va aussi sortir bientôt un article là que tu nous as préparé, tu nous as concocté un petit article sur le site, un hommage à Winnie Antonio. Donc je te propose de laisser le poste de pilier droit un petit peu tranquille. En deuxième ligne, je laisserai Paul Williams tranquille aussi. Je veux juste qu'on arrive parce que on arrive au poste fatidique de 4. Le 4, alors bon, là pour ceux qui commencent vraiment à nous suivre, ce n'est vraiment plus un secret. On a milité pour que Cameron Wauquiez prenne ce poste. Bien on a avant, encore les bien avant pancartes qu'on dans en nos chambres. discute, bien avant qu'on en discute dans les médias mainstream. Et maintenant, il l'a. On met 40 pions au Blacks avec Wauquiez en 4, donc on est extrêmement fiers de notre trouvaille. Néanmoins, on n'oublie pas quand même deux choses. On n'oublie pas la rencontre de Flamand face à Argentine. Et on n'oublie pas un an, deux tournois, on va dire les deux tournois extraordinaires, surtout le premier de Bernard Leroux. Est-ce que Bernard Leroux voit sa place menacée selon toi là en équipe de France? Il la voit menacée, mais pas. Je dirais plus qu'il la voit concurrencée. Il a été blessé, et comme on dit, les absents ont toujours tort. Et c'est ça je pense que c'est ça qu'il faut retenir à cette tournée, c'est que les absents ont toujours tort, et ceux qui n'étaient pas là à cette tournée ont perdu gros
de par leur non-présence. Bah, alors, Et je précise du coup quand même, c'est que les absents ont toujours tort dans cette équipe qui gagne. oui, Avant, les absents avaient toujours raison. oui, oui, bah oui, Mm, quand on prend 50 en Angleterre, t'as raison de pas y être. mm. Mais oui, les absents ont tort parce que les gars qui sont à leur place, ils performent. On a vu même les gars qui sont partis en Australie, ils ont fait 3 gros matchs, 3 énormes matchs, alors que c'était un mec comme Jaminet qui avait jamais joué en top 14, c'était un mec comme Barlow qui venait d'arriver à Castres depuis une saison. C'était ces gars-là qui sortaient de nulle part et on a senti que même les titulaires du poste habituel avaient peur. Parce qu'il y avait la preuve est là, on a encore Barlow qui est toujours là, on a des joueurs qui, Jaminet s'est installé en 15. Donc c'est ça. Et du coup, le Roux, c'est ce qui lui arrive, c'est qu'il a été blessé. Et malheureusement pour lui, Wookie a performé, Flamand a performé. Il va falloir que lui aussi soit très performant en club, soit performant au Racing. Ça va être difficile pour lui parce qu'il est dans un pack qui est dominé au Racing. Alors, quand il était en équipe de France, c'était un pack qui dominait la plupart du temps, donc c'était plus facile depuis l'ère Galtier. Mais il va falloir qu'il soit très bon en club, qu'il s'illustre pour reprendre sa place. Mais moi, je pense qu'il va être appelé parce que c'est un homme fort de Galtier, c'est un soldat aussi, c'est un guerrier, c'est un tueur psychopathe, hein, on va dire les mots. Bernard Leroux. Donc il va revenir parce qu'il faut aussi concurrencer les titulaires actuels. Oui, je pense aussi. Et puis, ah, tu vois, en sortie de banc, je serais peut-être un peu plus fan d'avoir un Leroux que Flamand. Alors, Flamand, j'ai rien contre lui. Parce que déjà que je voulais pas le voir titulaire, c'est maintenant je veux pas le voir remplaçant. On va prêter des attentions malsaines à l'égard de Flamand. Non, je n'ai rien contre lui, mais c'est juste que moi, Leroux, à son âge, tu sais, par rapport à son degré d'expérience, tout ça, je le vois vachement apte à faire 25 minutes à fond dans un match. Dans l'optique où tu fais un banc à 6 à 20, tu mets les deux. Ouais, ouais. Mais après, le truc, c'est que tu mets deux quatre. Il faut un 4 un 5 si tu veux vraiment mettre deuxième. D'ailleurs, ça fonctionne super bien cette formule à deux deuxième ligne, un troisième ligne. Avec Woki en plus qui peut repasser en troisième ligne, c'est vraiment bien. Mais justement, t'as Tao. Tao, ça bouge pas en 5. Donc il faut que tu fasses un choix entre Leroux et Flamand. Ça dépend de la faute, ça dépend de l'adversaire, ça dépend de leur forme à Ça l'entraînement. dépend de C'est la ton choix. forme. On peut supposer que Flamand va atteindre à peu près l'apogée de sa carrière lors de la Coupe du Monde. Alors que, enfin, peut-être pas l'apogée, mais en tout cas, qui sera en très grande forme, alors que Leroux sera quand même possiblement sur la phase descendante. Ouais, c'est ça. Mm. Donc on peut penser que par l'âge, Flamand prend un peu d'avance. Flamand, il a quel âge? Il doit avoir 24 ans. Oui, il est 97, donc il a 24 ans, il aura 26 à la Coupe du Monde. Pour un deuxième ligne, 26-27 ans, c'est vraiment l'apogée. C'est le moment où t'es le plus en forme physiquement, t'es là où t'es au mieux. Donc oui, non, c'est sûr que Flamand part avec de l'avance de ce point de vue-là. Et je pense que quelque chose qui est important avec Flamand, et qui joue aussi pour Gag Aldrit, c'est que les deux parlent très bien anglais. Et au niveau international, quand l'arbitre parle, c'est bien d'avoir des mecs qui comprennent Mais facilement. Parce que Leroux, il parle aussi très bien anglais, du coup. oui, l'Euro parle aussi très bien anglais parce qu'il est sud-africain, mais d'en avoir plusieurs sur le terrain, plus t'en as, mieux c'est. Parce que je sais pas comment Dupont ou comment Olivon comprennent l'anglais. Je vais pas faire de jugement de valeur sur leur capacité à comprendre cette langue, mais avoir quelqu'un qui le parle limite bilingue, il a joué au Wasps flamand, où le roux est anglophone de naissance, ça peut aider, ça peut vraiment aider comme Antonio. C'est ce genre de joueurs qui Mhm. peuvent aider à comprendre les consignes quand on n'a pas un arbitre comme Wayne Barnes qui parle français, avec un très bel accent britannique, mais qui parle français. Et oui, c'est un très bon point que tu notes. Mais c'est vrai que bon, après, c'est quelque chose qui joue aussi pour Leroux. Et puis de toute façon, Woki semble quand même. Moi, je veux quand même qu'on continue avec Woki en 4. Je pense que c'est la meilleure solution. On a vu que ses prises de balle en touche. D'ailleurs, ces prises de balle qui ont peut-être été un peu abusives. J'ai trouvé sur le match où Mhm. on a manqué un petit peu de variété dans les lancements et ça aurait pu nous coûter cher parce qu'on a perdu des lances en touche. On a du mal, je trouve, à rectifier un petit peu le tir. D'un côté, Woki en tant que capitaine de touche, il s'est quand même, c'est-à-dire qu'il a pris ses responsabilités, le gars. Et ça, c'est quand même très positif. Et mine de rien, on marque quand même deux essais sur Maul, dont deux avec le prise de balle de Wookie. Les deux, c'est lui qui Voilà. les prend. Hein. Donc, Les deux, c'est lui qui les GG à prend. Donc, lui. Sur la je vais... percée, là, sur la relance incroyable d'Entamac, moi, j'aimerais avoir ton avis. Parce que même lui, d'ailleurs, s'est excusé de ne pas avoir fait la passe sur les extérieurs. Objectivement, je suis vraiment pas sûr que c'était opportun de faire la passe parce que ça glissait. Non. Ouais, parce que s'il fait la passe, il fixe personne en Ouais, fait. Donc il ouais. envoie le ballon vers la touche, qui est le meilleur défenseur. Ce qu'on nous apprend à l'école de rugby depuis qu'on est petit, le meilleur défenseur c'est la touche. Donc il décale encore plus et on le sait, les trois quarts des Blacks, c'est des flèches qui vont super vite. On a vu Yohanné sur son essai qui nous marque. Il envoie tous les trois quarts de la France, il est bas à la vitesse. Donc, et pourtant on n'a pas des lents chez nous. Et donc ouais, s'il la donne, ça sert à rien en fait qu'il la donne. Autant qu'il la garde, qu'on refasse sa première Et, fixation. Et c'est sur ce rack qu'on va chercher des pénalités. et C'est sur carton jaune de Savea. et le carton jaune. Ouais. Voilà.
Donc pour moi, il a Donc, pris quand même la bonne décision. Et là, c'est une réflexion quand même qu'on s'est faite aussi, c'est que ça, c'est quelque chose quand même, mine de rien, qui a été travaillé à l'entraînement. Alors évidemment, la relance de Ntamak n'est pas travaillée à l'entraînement. Ça, c'est quelque chose, c'est du panache. Mais par contre, comment l'action a rebondi, là, on sent qu'il y a quand même une idée derrière parce que justement, t'as Woki qui, bah, à ce moment-là, est replacé en troisième ligne à ce moment-là du match et qui joue dans le couloir des 15 mètres. Donc, c'est-à-dire que le gars, donc t'as l'action qui est tout à gauche avec Dupont-Villiers, le jeu qui rebondit avec Barlow. Donc, Barlow, lui, va au soutien, va dans le ruck. Mais par contre, t'as Woki qui, lui, va se placer. Alors, quand il voit Ntamak et tout percer sur le flanc gauche, lui, son premier réflexe, enfin le premier réflexe qui travaille à l'entraînement en tout cas, c'est d'aller se placer dans les 15 mètres de l'autre côté pour qu'il y ait du monde au large. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant à observer. Et tout de suite, c'était très bien réalisé. Barlow, Ntamak, tout ça. Des superbes passes sur un pas, on fixe, on donne, etc. Qui ont permis bah, du coup de mettre Woki en position idéale. Et mine de rien, l'action qui est de base déconstruite, on voit qu'on reconstruit tout de suite quelque chose derrière. Et ça, je trouve que c'était quand même très sympa à voir, mine de rien. Après, la décision du joueur, elle lui appartient. Et bah, de toute façon, ses coéquipiers, on a bien vu, ils ont convergé vers lui. Et un coup qu'il a pris la décision, il a pris la décision, ça se discute plus, selon moi. oui, oui, totalement d'accord. Je pense que c'est quelque chose qui est travaillé à l'entraînement. Je serais pas étonné de voir Galtier taper un coup de pied hasardeux en plein milieu de l'entraînement et pour mettre le bordel et voir comment les joueurs réagissent, comment ça se place. Et comme tu dis, Woki il a l'intelligence de se décaler. Il voit qu'il y a des gros qui sont déjà au soutien de lui. Même Ntamak a pris une cartouche après sa passe. Il s'est déjà relevé. Il a parcouru les 40 mètres pour aller compenser, pour être vraiment le 10 à la sortie de Barlow. Donc il se relève tout de suite. Il sait qu'il doit être le premier soutien, malgré qu'il soit passeur. Il y a 3-4 passes. Et pareil, Woki, il vient dans la ligne. Donc, je serais pas étonné que ce soit quelque chose qui s'est travaillé à l'entraînement, de mettre les gens dans une condition de bordel et de leur dire construisez-moi quelque chose là-dessus. Et c'est caractéristique du jeu de la France depuis l'ère Galtier. Il y a du bordel, mais on va trouver un moyen de s'en sortir dans ce bazar et de trouver des solutions d'aller marquer. Et c'est comme ça qu'on a marqué beaucoup de nos essais parce qu'il y avait du désordre. Ouais. Et c'est vrai que c'est un jeu. Parce que mine de rien, c'est pour ça qu'on aussi on a vu un beau match. Parce que ces deux équipes, on a vu qu'ils se sont un peu rendus coup pour coup. Même les Blacks, ils nous marquent un magnifique essai, bah, celui de Ioane, où ils nous prennent vitesse. Parce que ces deux équipes qui, en deux passes, trois passes, sont vraiment capables de faire 50, 80, 100 mètres. Le ballon, t'imagines que entre la relance de l'embut d'Entamac et Woki qui arrive dans les 5 mètres All Blacks, le ballon il a peut-être parcouru 200 mètres quoi. Donc c'est quand même très, très fort je trouve. Et en quoi? En une dizaine de passes, même pas, 8 passes ça se trouve. Bah, si tu comptes Ntamak, Jaminet, Dupont, Dupont est plaqué. Après, il n'y a pas de passe puisque c'est Villiers qui prend le ballon qui est plaqué. Barlow, Ntamak. Ntamak, il doit trouver un relais avant Woki. Et puis voilà. Donc ça se fait 8 passes. Voilà, c'est ça. Donc bah, sur ça, oui, voilà, c'était quand même une action qui était agréable, voire jouissive à observer. C'est dommage juste qu'elle n'aille pas au bout. Ça aurait pu être bah, le remake de l'essai du bout du monde, hein. Et aussi, quelque chose qui pourrait être sympa à souligner, c'est quand même l'attitude de Romain Tamac, qui sur cette action a fait tout ce que l'on apprend à un rugbyman lorsqu'il débute à l'école de rugby. C'est le ballon à deux mains, le changement de main pour raffûter, accélération, vision du jeu, la passe au bon moment, pareil, passe avec les deux mains, etc. Et mine de rien, tu vois, on dit souvent que les Blacks sont des très bons joueurs parce qu'ils jouent simple. Et ben Ntamak est un très bon joueur parce qu'en là, dans son panache, il a joué très simple. Et c'est le plus dur à faire de jouer simple. Et on voit que, bah, on voit quand même les bénéfices d'un joueur qui arrive à créer des différences, mais qui ne va pas non plus faire le geste de trop. Oui, ça, c'est comme tu dis, c'est très intelligent. L'action, elle est parfaite. Enfin, je n'aurais pas d'autre chose à dire. La gestion, elle est parfaite. Il fait pas le geste trop. Il bat ses trois défenseurs. Il voit qu'il va être battu. Si jamais il va au contact, il serre. Ouais. Pareil, Jaminet, il fixe, il donne à Dupont. Je pense que Jaminet fait une petite erreur quand même dans cette action-là. C'est que Jaminet fait sa passe à Dupont, mais Jaminet reste devant Dupont. Il ralentit pas sa Ouais. course. Et ce qui fait que Dupont peut, Ne peut pas peut lui pas refixer retransmettre. pour redonner. Ouais. Et je pense que Jaminet, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il tente la fin de passe. Parce que c'est Dupont. Et naturellement, le défenseur va se dire, s'il a le ballon Dupont, il peut me battre sur un crochet. Il va se faire battre par la fin de passe. Et du coup, je suis pas un premier défenseur. Je pense que c'est quelque chose qui aurait été intéressant à tenter. Après, on ne pourra pas dire, mais Après je pense. déjà c'est déjà énorme que les mecs soient là à ce moment-là du match. Parce que Dupont, alors, Jaminet, lui, il s'est pas tapé le retour. Mais si on reprend l'action depuis l'origine, là, le Blacks tape un coup de pied dans ton embut. Dupont fait le repli. Donc, déjà, tu as Dupont qui fait une cinquantaine de mètres à bloc. Ntamak qui relance.
Jaminet, Dupont est encore là au soutien. C'est-à-dire que là, on en est à peu près à, allez, grosso modo 100 mètres où Dupont est à bloc déjà dans sa course. Donc c'est un effort qui est monumental. Il C'est une heure de finit jeu. presque sur les 22 mètres à bloc, donc ça fait 100, allez, on va pas dire 150, mais 130, 140 mètres à bloc. Jaminet, qui était là au soutien d'Entamac, donc là aussi, respect mine de rien. Donc on voit que ça demande enfin, une endurance, une puissance physique qui est immense. Donc c'est vrai que Jaminet, à ce moment-là du match, n'est pas forcément le réflexe de se dire Oui, Dupont va être pris, etc. Ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi. Après, dans le feu de l'action, c'est très difficile et en même temps, c'est aussi très tentant de la donner à Dupont parce que le mec, tu sais que même s'il a un défenseur en face, il peut le battre ou autre. Donc, et puis, s'il oublie Dupont et qu'il se fait croquer, Jaminet, il va en entendre parler pendant 30 ans aussi. Donc, oui. Il a fait le bon choix. Enfin, a posteriori, il a fait le bon choix. C'est ça qu'on peut dire. mais ça aurait pu. Mais c'est vrai que s'il élimine le défenseur sur la fin de passe, qu'après qu'il n'y a plus qu'un 2 contre 1 ou 2 contre 2 à jouer, c'est vrai que ça aurait pu être encore plus bénéfique. Mais bon, c'est comme Milwaukee, soyons pas forcément trop gourmands. Je trouve que Hmm. l'action est quand même d'une classe rare, quoi. L'action On, magnifique. on parle beaucoup de cette action. J'aimerais revenir un petit peu sur une autre action, l'interception de Damien Penaud, qui est le deuxième tournant du match, où là on se met définitivement à l'abri. Est-ce que Penaud peut, est-ce que, comment tu qualifies l'action? Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu vois cette interception? C'est qu'en fait, je vais essayer d'être très politiquement correct dans ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'en fait, Penaud sait être suffisamment un peu bête pour la tenter. On va dire tête d'âne, Ça- on va dire tête d'âne comme Ficou lui a oui, dit, on voilà, s'envoie comme des ânes, quoi. ça va comme des ânes, c'est ça. Et c'est qu'en fait, il faut avoir ce moment de non-lucidité pour la tenter. Ça réussit, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Mais très peu d'alliés l'auraient tenté parce qu'ils se seraient dit non, il faut que je défende parce qu'on est en sous-nombre, j'ai pas le temps de tenter ça, c'est suicidaire. Et lui, il se dit non, j'y vais. Et puis il gagne le match. Donc Mais est-ce que c'est justement magnifique. c'est pas ça le retour du French Flair? Oui, c'est ça. C'est on tente des choses complètement n'importe, enfin pas n'importe quoi, mais on tente. On n'a pas peur. On a des gens qui ont les qualités pour et ça réussit parce que la chance, ça se provoque avant tout. Donc non, non, c'est sûr. Et Penaud nous gagne le match. Et Penaud fait un très grand match. J'ai vu Rugby Rama, je crois qu'il donne quasiment la moins bonne note de toute l'équipe. Alors oui, l'équipe a été fantastique, mais Penaud fait un très gros match. Il est présent en défense. Alors oui, il est un peu, il est battu par Jordi Barrett sur l'essai en bout de ligne, mais cet essai, il est marqué contre 100% Alors, des il est équipes du battu monde. par Jordi Barrett, il est surtout battu par la passe d'Aaron Smith. Voilà, cet essai, aucune équipe ne peut le contrer. Tu mets l'Afrique du Sud en face, tu mets l'Australie, tu mets l'Irlande, tu mets les Anglais en face, cet essai, il est marqué. Peu C'est importe. ça que beaucoup de gens ont oublié, c'est que c'est pas des peintres en face. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour dire un truc que j'ai trouvé honteux, à la limite du minable, et pourtant j'ai rien contre ce journal que je lis régulièrement, mais l'équipe qui met une note moyenne de 7 sur 10 à l'équipe de France, 7 sur 10. 40 pions aux Blacks, 40 pions, on leur met 40 pions, 40 à 25, l'équipe met une moyenne de 7 sur 10 à l'équipe de France. Hmm. Il faut quoi? Enfin, 7 sur 10, je rappelle juste, ça fait 14 sur 20. Si vous aviez ça au lycée, vous aviez pas les félicitations, vous aviez les encouragements. Donc ça veut dire Ta mention que, bien au bac. voilà, c'est ça, t'as mention bien au bac pour dire t'as pas de très bien. Et tu mets 40 pions au black, je sais pas ce qu'ils veulent en fait. Et alors dites-nous dans les commentaires si vous aussi ça vous choque, mais moi je trouve ça très choquant, je trouve que tu mets 40 pions au black, tu mérites grand minimum une moyenne de 17 sur 20. C'est surtout vu cette Ouais, 8 et performance-là. demi. Alors, t'as un trou d'air de 20 minutes. T'as un trou d'air de 20 minutes qui fait suite à C'est une les touche. Blacks. Voilà, c'est les Blacks. T'as une trou d'air de 20 minutes qui fait suite à un 50-22 qui n'était pas valable. Hmm. Déjà, après, tu prends un compte dans la gueule en deux passes, ils vont derrière en but. Et puis après, il te faut un bon maul qui est bien fait, qui est bien joué. En fait, je pense que comme on a fait une première mi-temps qui était monumentale, on s'est dit qu'en fait, on affrontait l'Italie. Ah, je pense On s'est pas. dit, Ah, je pense que tu te enfin, trompes. j'exagère, mais Non. je pense que les gens se sont dit, enfin, les gens, hein, Ah pas oui, les les joueurs, gens. hein, Ah oui, les pas les gens. joueurs. Oui, pas les joueurs. Oui, oui. Non, Autant pas les pour moi. joueurs. Les joueurs étaient très bien. On a vu égalité à la mi-temps. On a Ouais. vu, non, pas les Ouais, joueurs, les tu m'as gens, fait peur parce les que spectateurs. tu m'as fait super peur. Non, 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 je parle pas. Non, non, les joueurs étaient très, très concentrés. Non, non, les gens. Les gens se sont dit, c'est 24 à 6 à la mi-temps. Un peu comme quand on avait mis 24 à 0 à. Aux 17 Anglais? 0 aux Anglais à la mi-temps, Ouais. quand on les a joués le premier match À du l'heure tournoi. de jeu, à l'heure de jeu, Et 24-0. Ouais. ouais, c'est ça. Et je pense que les gens se sont dit, bah, c'est bon, en fait, on affronte une équipe qui finalement est faible.
En oubliant qu'en face, il y avait des mecs forts. Donc les Anglais, c'est la même chose qui s'est passé. On prend 2 essais de Johnny May, qui est un des meilleurs ailiers de la planète, et qui nous met 2 essais super. Là, c'est pareil, on prend 3 super essais, des Blacks qui sont bien contrôlés, bien gérés, parce que c'est les Blacks, ça reste une très grande équipe. Et bah oui, ils sont très bons aussi. Et du coup, ça donne aussi un petit peu du relief, je trouve, à notre perf. C'est-à-dire qu'on a bien vu que quand l'équipe de France a baissé de régime, et en plus, elle n'a pas baissé de régime de manière incroyable non plus. C'est pas non plus un trou noir qu'elle a vécu cette équipe de France. Elle a juste légèrement baissé de régime. Elle a concédé deux, trois actions un petit peu casquettes, hein, les deux essais casquettes. Et tu te réveilles, tu prends 19 pions comme ça. Ça s'est tombé sur la tête comme ça. Et du coup, ça prouve quand même, ça doit mettre en relief le fait que la performance française est exceptionnelle. D'avoir réussi à les museler à ce point pendant du coup 60 minutes sur les 80, c'est une performance incroyable. Surtout qu'au final, la deuxième mi-temps, on en prend 19, mais on en met 16. Hein. Voilà. Donc au final, on n'est pas tant que ça à l'arrêt sur la deuxième mi-temps. Hein. Voilà. La deuxième On mi-temps, perd que c'est 3 juste points de deuxième qu'on mi-temps. les met moins sur le reculoir et qu'on n'a pas cette même fougue pour aller derrière l'embut de manière presque systématique, quoi. Mais Ouais, c'est 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 sûr. pas la deuxième mi-temps qui est anormale, hein. Perdre 16-19 sur une mi-temps contre les Blacks, c'est pas anormal. Ce qui est anormal, c'est de leur avoir mis 24 sur la première mi-temps. Oui, et il faudrait regarder les statistiques. Dans combien de matchs les Blacks ont pris un essai dans les 3 premières minutes du match? Donc c'est vrai que ça doit pas être très, très régulier. Et surtout, cet écart à la mi-temps, c'est pareil. Il faut. Alors, on n'a pas les stats, moi je n'ai pas recherché personnellement. Mais par contre, je sais que depuis 10 ans, les Blacks n'ont jamais été menés 24-6 à la mi-temps. Par autant Non. autant d'écart. Ou alors une fois, et parce qu'on l'a oublié, parce que y a Mm. des matchs qu'on peut oublier, mais Mais ouais, c'est plus mais souvent eux qui menaient c'est 24-6 ça. que qui étaient menés 24-6. Voilà. Et donc on pourrait quand même, alors juste personnellement la victoire de la France est tellement belle et la performance que ça demande de battre les Blacks avec cet écart est tellement important que j'ai pas envie qu'on revienne trop sur le niveau des Blacks. Juste on va dire quelque chose, quelques petits points. Jordi Barrett qui passe à côté de son match et du coup ça nous aide bien. Absence de Boden Barrett qui nous aide bien. Fatigue des All Blacks qui ont joué 15 matchs consécutifs, qui jouaient le dernier match de leur saison, qui nous aide bien. Donc voilà, un coup qu'on a dit ça, on ferme le chapitre. Les Blacks, ça restait une merveilleuse équipe. Ça restait une équipe qui voulait absolument nous taper après la défaite en Irlande. Donc, sorti de ça, plus d'excuses. On avait Marchand, Olivon, Vakatawa qui étaient absents. Je pense qu'on était à peu près quitte sur les absences. Donc voilà. Mais juste voilà, pour quand même replacer un petit peu en contexte, en 2023, quand il y aura la Coupe du Monde, j'aurai une équipe de Nouvelle-Zélande plus forte que ça encore. Oui, et nous, on sera aussi plus fort que ça, parce qu'on Ah, aura 2 ans de plus de travail ensemble, et ça promet, franchement, ça promet 2 très belles années de préparation. Moi, je sais pas toi, enfin si, je sais, mais t'es impatient d'être au tournoi, hein, tout comme moi, comme beaucoup, beaucoup de monde, je pense. Hein. Bah du coup, on va tout de suite, je te propose qu'on se lance un peu, qu'on vers l'avenir. Ce match contre la Nouvelle-Zélande est magnifique et on est tous sur notre nuage, sur notre Vers long nuage l'infini, blanc. au-delà. On est tous sur notre long nuage blanc. Et du coup, qu'est-ce que toi tu attends de ce Six Nations, le prochain Six Nations? Quelles, quelles ambitions pour cette équipe de France? Grand chelem. Tu mets 40 pions au black, tu dois pas viser autre chose que le grand chelem. Alors, on le rappelle que cette année, c'est une année paire. L'équipe de France recevra l'Angleterre. Ce sera d'ailleurs la dernière journée du tournoi. On recevra Le aussi final, l'Italie. certainement. Ce sera la J1, l'Italie. On reçoit d'abord l'Italie. Et on aura aussi C'est beau. l'Irlande avec des déplacements au Pays de Galles en Écosse. Ouais. Est-ce qu'on a vraiment peur d'un déplacement au Pays de Galles? Je pense qu'on peut les battre chez eux. Je pense qu'il va falloir à un moment qu'on aille montrer aux Écossais qui se pavoisent un peu trop devant nous depuis 2 ans qu'on est qui on est, et qu'on peut les déglinguer aussi. Donc il va falloir aussi, voilà, ils sont venus nous battre à Paris. On va aller les calmer à Murrayfield plein. Et ça, ce sera beau. Et après, on reçoit les 3 matchs. On peut battre tout le monde. On l'a montré, on peut battre tout le monde. Il faut continuer comme ça. Il Et, faut battre tout le monde. On et reçoit est-ce 3 que fois. selon toi, au regard de la tournée, l'équipe de France est favorite de ce tournoi? Je dirais pas qu'elle est favorite parce que l'Irlande a fait une très belle tournée aussi. L'Angleterre a fait une très belle tournée. Ces 3 nations sont des nations invaincues. Et on peut rajouter le Pays de Galles parce que le match contre la Nouvelle-Zélande, c'était l'équipe B du Pays de Galles. Le Pays de Galles a quand même battu. Non, le Pays de Galles a perdu contre l'Afrique du Sud, non? A perdu l'Afrique du Sud, juste quand même, alors pour parler du Pays de Galles vite fait, je vais prendre ton relais, c'est que le Pays de Galles a perdu l'Afrique du Sud mais aurait pu la gagner s'il n'y avait pas eu l'intervention du spectateur sur le terrain pour les empêcher de marquer. Donc ça vaut cher. A contrario, ils ont battu l'Australie
en gagnant à 15 contre 14, puisque le Pays de Galles, pour la cinquième fois de la saison, quatrième fois ou cinquième fois? Cinquième fois, ouais, cinquième fois de la saison, gagne avec un carton rouge pour l'adversaire. Donc ils ont Mm. fait, c'est peut-être un record dans une année. D'ailleurs, il faudrait aussi chercher ces stats à la con. Mais, mais ouais, mais ils gagnent systématiquement. Là, dernièrement, ils ont gagné le tournoi à destination grâce au rouge des adversaires, etc. Mm. Et du coup, là, on peut quand même se dire que, bah, que face à l'équipe d'Australie, vu le niveau de l'Australie sur ce match, l'écart au score, au final, l'Australie aurait pu gagner Mm. s'il y avait 15 hommes Donc contre oui, 15. donc on va enlever le Pays de Galles des débats, mais on va dire que France, Irlande, Angleterre, pas dans cet ordre-là, c'est les trois meilleures nations européennes. C'est les trois nations qui ont fini leur tournée invaincues. Et je dirais qu'on a peut-être un peu un avantage, nous, parce qu'on les reçoit tous les deux. Et on a vu le Stade de France bouillant, comme on l'a rarement vu, je dirais même jamais vu, dans un match de rugby. Donc je pense que ça peut être notre avantage, qui fait qu'on pourrait avoir ce léger coup de favori. Mais attention, quand même, parce que on sait qu'on n'est pas à l'abri de faire un match sans, on n'est pas à l'abri qu'Awas nous fasse un coup de poing. Un exemple totalement pris au Un hasard, Was ou évidemment. un autre, bien sûr, hein. On n'est pas à l'abri de se faire un match sans, de se trouver ou quoi, mais je trouve que l'équipe prend l'expérience. On a un buteur qui est sûr, on met les points, on n'oublie plus de points en route. Euh, ça fait vraiment, je pense pour moi que la dernière fois que j'ai vu une équipe de France aussi forte, c'était dans le tournoi 2010. Quand on gagne le tournoi 2010, c'est là qu'on était vraiment aussi fort. On bat les Blacks l'été d'avant en 2009. C'est vraiment le 2009-2010. Pour moi, on n'a jamais été aussi fort que depuis cette époque-là. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et D'ailleurs, à l'époque où la 2009, Nouvelle-Zélande faisait le club. 2009, on fait une tournée incroyable aussi. On est invaincu à l'automne. Ça, Mm. ça pourrait fortement ressembler un petit peu à cette tournée-là parce que là, Non, on n'est pas on vaincu est l'automne, on perd face à l'Australie. en Avec un 2009? Scrella en grande. Ouais, Ah oui, avec un très exactement, grand exactement. Scrella. Alors que tu vois, cette Je me année, rappelle du que coup, j'y étais. voilà, cette année, on est, par contre, cette année, on est invaincu Ouais. voilà. Donc, on a gagné aussi notre test en Australie. Mine de rien, avec l'Australie, je suis persuadé que l'Australie, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, hein, mais je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez suivi, on était avec l'équipe B en Australie, donc c'est-à-dire que si on avait envoyé des Dupont, Tamac, Ficou, etc., je pense que ça aurait pu faire 3 matchs, 3 victoires en Australie sans problème, puisque sur Mm. les deux défaites, il y en a 2 à 3 points, dont une après la sirène. Donc voilà, je pense que la France, comme tu dis, a craint personne. Je suis d'accord avec toi, il faut viser le grand chelem pour le 6 Nations. C'est pas parce qu'on a battu les Blacks cependant qu'on ne peut pas être battu, bien sûr, hein. Mm. Une équipe comme l'Angleterre peut très bien venir te faire un match, t'en- t'enterrer les ballons, te faire un match de jeu au pied. Et en plus, il peut très bien pleuvoir à cette époque-là de l'année et tout. Ça peut être un match horrible face à ce genre d'équipe et tu peux perdre. Et est-ce que pour autant tout sera jeté? Non. Donc tu as un objectif de victoire. En dessous de 4 victoires sur 5 ce sera évidemment un échec. Il faut absolument minimum 4 victoires. Oui, je te dirais même qu'il faut, même si on perd le Grand Chelem, gagner le tournoi. Voilà, mais minimum gagner le tournoi, c'est ça, pour vraiment valider les efforts. Et surtout qu'on a 2 ans de la Coupe du Monde, donc là on est dans les 4 meilleures nations mondiales, avec soit l'Angleterre, soit l'Irlande. Et je pense que le tournoi, il nous enlèvera pas de ces 4 meilleures nations mondiales, par contre il fera un tri entre l'Angleterre et l'Irlande. Ouais, parce que l'Irlande, on est habitué. Ils font toujours de très bonnes tournées d'automne. Pendant très longtemps, ils ont fait aussi des très bons tournois. Ils en ont gagné plusieurs pendant la tournée des années 2010. Mais si on reprend hors de cette génération dorée qu'a l'Irlande, l'Irlande faisait souvent des bonnes tournées. Même s'ils perdaient, ils accrochaient les Blacks, ils accrochaient l'Afrique du Sud. Dans les années 2000, c'était le moment où pour l'Irlande, c'était difficile. Puis arrivé en février, c'est toujours un peu plus vague-ballant parce que le Munster et le Leinster, comme c'est que les deux équipes, t'es un peu fatigué parce que c'est toujours les mêmes joueurs, tout le temps la même répétition. Donc ça crée aussi un peu de fatigue. Et c'est exactement ce qui peut se passer cette année. C'est pas dit que ça va se passer, Mais mais on reprend un peu cette physionomie des années 2000. aussi parce que l'Irlande, c'est une des équipes qui est la plus dépendante, je pense, de jouer à domicile. Ah, c'est sûr que jouer à Dublin, Jouer à Dublin c'est chez eux, quand ils pour, sont chez eux, ils sont vraiment dans leur repère, dans leur univers. Et c'est une équipe qui est très dure à battre chez elle. Il faut sortir des performances énormes, notamment physiquement devant. Il faut résister à leur charge. Tandis que quand ils sont à l'extérieur, ils sont quand même plus prenables. oui. Bon, là, on n'a pas encore battu contre l'Irlande Mm. depuis Galtier. On a eu 2 matchs de victoire, dont une très belle à domicile, avec bonus offensif. Les seules équipes qui nous ont battus depuis la Galtier, c'est l'Angleterre, l'Australie, l'Écosse. Exact, exact. J'étais en train de réfléchir, ouais, exact. L'Angleterre qui nous a battus 2 fois, mine de rien. Ouais.
Ouais. Les deux équipes, Ouais, les trois équipes nous ont ouais, battu 2 fois. ouais. Ça fait 6 C'est défaites de sur tous nos Galtier, défaites, ouais. 14 victoires. Ouais. Donc ça reste déjà c'est un bilan hyper positif. D'ailleurs, si on pouvait peut-être faire un petit bilan sur le staff français, le staff tricolore. Pour toi, quels sont les changements majeurs? Par rapport au staff qu'on avait, au staff au pluriel, hein, sur toutes les dernières années, est-ce que tu crois que ce staff il apporte quelque chose en plus? Qu'est-ce que tu retiens de ce staff? En fait, ce dont j'ai l'impression, c'est que déjà, c'est un staff qui est dans l'air du temps. Parce qu'on a vu avant Brunel, Jacques Brunel, et tout le respect que j'ai pour Jacques Brunel, il était plus dans l'air du temps, il était plus fait pour le rugby actuel. Guy était aussi sur la pente descendante à son époque, et même si son licenciement est injuste, on va pas revenir là-dessus, il était aussi, lui, sur la pente de la fin. Et ça s'est fait ressentir. Saint-André, pareil, il avait lu son pic d'entraîneur quand il était à Celle en 2006 et qu'il avait pris la Premiership à l'époque. Donc on a des gens qui sont dans l'air du temps, des gens qui ont aussi prouvé en tant qu'entraîneur avant Galtier. Ok, il y avait des problèmes dans sa vie, tout ça, enfin sa vie d'entraîneur, mais il a quand même gagné des titres. Servat, pareil. Labitte, pareil, avec le duo à travers Labitte. Ghezal, c'était un spécialiste de la touche, qui jouait à la touche comme personne. Lyon et la touche, on sait que ça fait 10 ans que Lyon, la touche, c'est leur spécialité. Donc, vous êtes toujours des grands sauteurs avec les Puricelli, tous ces gars-là, même avec Ghezal quand il y jouait. On a pris le meilleur spécialiste de la défense du monde, qui a fait ses preuves aussi depuis 10 ans au Pays de Galles. La rush défense, la défense en inversé, qui est maintenant notre Sean Edwards, caractéristique. Donc on a, Sean Edwards évidemment, on a un panel global, et puis même j'ajouterais à ça le spécialiste, là, je me souviens plus de son nom, le sud-africain qui fait d'autres jeux au pied. Le sud-africain, le jeu au pied, c'est une grande histoire d'amour. On a même pris Garcès pour l'arbitrage, on voit qu'on fait moins de fautes. Et moi, j'ai vu une vidéo YouTube là, qui montrait un peu comment vivait le groupe, et tu vois que Garcès et Labitte sont à table avec des joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas cette séparation staff-joueur. On est ensemble, c'est un groupe qui n'est pas avec 42 joueurs, mais qui est tout le staff. Et il y a au moins 25 mais personnes dans le staff, c'est impressionnant. même plus, même au-delà du staff, parce que quand tu vois que cette semaine sont intervenus le président de la République et Jean Dujardin auprès des joueurs, ça va même au-delà presque du staff, c'est que t'as plein de ficelles, on a l'impression que le staff essaie de tirer à peu près sur toutes les cordes, que ce soit physique, technique, émotionnel. Et on a des spécialistes à tous les points précis. Avant, on se disait il faut un staff à 3. Il faut un sélectionneur, un coach des avants, un coach des trois quarts. Point. Aujourd'hui, on se dit on a un spécialiste du jeu au pied, un spécialiste de la touche, un spécialiste de la mêlée. Et je pense que Ghezal et Servat ensemble font le jeu des avants. Les cellules à 3 qu'on voit, comment est-ce qu'on fait, etc. pour jouer, le fait de faire un pivot avec le pilier, etc. Ce genre de choses. Ils le travaillent ensemble. On a Labitte pour les trois quarts, mais on a aussi Galtier qui lui est un demi-mêlée, donc c'est un spécialiste de la charnière. Donc qui lui est peut-être un peu plus axé sur la charnière quand il doit gérer un peu des choses. Donc on a des spécialistes à tous les points du rugby, alors qu'avant on en avait 3, 4, 5 gars qui arrivaient autour pour compenser, et pas des spécialistes purs. Et c'est ça la différence pour moi qui fait qu'on... Et toutes les nations, depuis 10 ans, avaient ce qu'on a aujourd'hui. C'est juste nous qui n'avons rien compris. Oui, c'est Qui juste qu'on n'avions était pas en compris. retard, exactement, c'est qu'on était dans un rugby qui était totalement has-been. Oui. Et on a vu les résultats. Et voilà, on a vu le résultat, on a vu des résultats déplorables. Et aussi, donc, vous couplez à ça donc, cette fantastique génération qu'on a, où les postes sont triplés, au minimum triplés, hormis peut-être Ouais. pilier droit, il peut encore y avoir un petit doute, etc., mais au minimum Et triplé, triplé, mais pas plus. voilà, voire quadruplé, hein. Il y a certains postes, moi je suis désolé, tu regardes par exemple les 9, Dupont, Couillou, Serin, Lucu, et après tu prends les petits jeunes Le Garec et Colli, le poste il est sécure là. Donc Le poste de 10. le poste de Le poste de 10, 10. On n'a pas de 10, on n'a pas eu de 10 depuis 15 ans. On n'a pas eu de grand 10 depuis la maison, dans l'idée. Donc mais depuis qui était 20 ans déjà un de même. nos seuls très 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 grands 10, un de nos seuls illustres 10 quoi. Oui, c'est ça, parce qu'après on a eu Michel Arac, Mm. on avait Boxy, c'était de très bons joueurs, hein, mais inconstant, qu'on fait des choix de carrière parfois un peu étonnants, partir Blessé, aux Sharks, etc. Blessé. On a cherché des 10, on est même allé chercher Rémi Thalès, parce qu'il a mis un drop en finale de Coupe de Championnat de France en rappelez 2014, Lionel Boxis. 2013. Oui, voilà. Et là, on se retrouve avec 5-10. On a Ntamak, on a Jalibert, on a Astoy, on a Berdeux, On on a a, Carbonet dans une moindre mesure. ouais, mais Carbonel peut revenir, Second peut continuer à progresser. Voilà. On a du monde, Non, on a du alors monde. non, non, on précise tout de suite à nos auditeurs, non, on ne parlera pas d'Anthony Bello. Si vous aimez Anthony Bello, il faut réviser le rugby. C'est un bon Il faut quitter joueur. cette chaîne. Il faut quitter Il cette faut chaîne, quitter hein, si vous cette aimez chaîne. C'est Anthony un bon joueur Bello. de top 14. C'est un bon joueur de top 14 capable de coups d'éclat, mais ce n'est absolument pas un joueur international. Oh.
Mais bon, Et on on- pourra reparler du cas Anthony Bello, mais c'est pas parce que tu mets un drop à 15 mètres et un essai contre altitude que t'es le meilleur 10 de la planète. voilà. Hein. Voilà Donc, quoi. c'était la petite balle perdue pour Anthony Bello, ce petit passage. Mais non, Il y a mais les oreilles qui sifflent en ce moment même. voilà, mais au demeurant, on a absolument rien contre lui. On précise moi-même, en top 14, je le trouve bon, hein, même, hein. Mais c'est juste que, pas le niveau international, c'est le stade du dessus. On voit très bien que ce que font, par exemple, Jalibert et Ntamak, ben, un joueur comme Bello n'en sera absolument pas capable. Et ce n'est pas péjoratif, hein. C'est juste que Jalibert et Ntamak, c'est le gratin. Oui. Voilà, En même temps, c'est pas honteux d'être moins fort que chez Berentama qui sont tous les deux dans le top 5 des 10 mondiaux. Quoi. c'est ça. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont comme lui. Exactement, Max. Max, écoute, bah, on a à peu près fait le tour. Peut-être avant de se quitter, là, j'ai un petit truc qui fuse dans ma tête, c'est poste de centre. Poste de centre, on avait quand même, parce que c'est un poste que j'affectionne par rapport au vivier qu'on a, Arthur Vincent qui était absent et Virim Vakatawa qui était lui aussi absent. Donc on a dû un petit peu ajuster, on a eu le 5-8e extérieur, maintenant le 5-8e, on va faire comme si ça n'avait jamais existé. Et on va parler de qui On a joué en tu... 5-8e. Ah bon. On va se demander à peu près, mais est-ce que tu penses qu'il faut reconduire une Dantificou qui a super bien fonctionné face aux Blacks? Est-ce que tu penses que Arthur Vincent est encore vraiment encore au centre du projet avec Vakatawa? Est-ce que tu penses aussi que Barassi peut avoir son mot à dire? Beaucoup de questions, j'attends tes réponses. Pour moi, on a 200 qui ont été titulaires là, sur le match face aux Blacks. Très grand match d'un petit coup. Mais on a vu aussi Galtier faire un long message pour Arthur Vincent. Tu sais, l'affection que j'ai pour Arthur Vincent. Et c'est celui que je vois capitaine de l'équipe de France après 2023, parce que je trouve que c'est un joueur fantastique, un meneur, un capitaine d'homme, capitaine des champions du monde de U20 en 2019. Et un, J'adore ce joueur, et un et je joueur pense qu'il est remarquablement intelligent. toujours très intelligent, Mm. très très intelligent. Quand tu l'écoutes, très posé. Et je pense qu'il est toujours au centre du projet. Il ne va pas revenir. Parce que là, un peu à l'image d'un Olivon ou d'un Serein, il se repose. Il prend du temps pour lui, pour se remettre, pour travailler sa technique. Parce que quand on est sur de blessure, on recourt assez tard, mais on peut toujours travailler ses mains, on peut toujours travailler ses passes, etc. On le voit, pas mal de joueurs reprennent après 2 mois, 3 mois après l'opération, ils reprennent déjà les skills, sans courir, etc. On l'a vu, Dupont, quand il s'est blessé en 2018, il a fait ça aussi. Et donc il travaille aussi ses skills, il fait de la muscu un peu, il se reprépare. Et je pense qu'il est toujours au centre du projet, comme Vakatawa. On ne peut pas dire que Vakatawa est hors du projet. Pour moi, les 4 centres là, que l'on a dit, Danti, Ficou, Vakatawa, Vincent, c'est nos 4 centres posés pour 2023. Ça ne bougera pas. Et C'est nos 4 Barassi, meilleurs centres. Et Barassi en 5e. à voir ce que Barassi fera quand il jouera à Toulouse. C'est ça, avoir Barassi, Moefana. Parce qu'en fait, le problème de partir avec 5 centres, c'est qu'en fait, il faut que tu fasses un choix du coup si tu prends 2-12 ou 2-13. Après, on a vu que Ficou a potentiellement la possibilité de décaler en 13. C'est un très grand match face aux Blacks, évidemment, mais il y a plusieurs opportunités, mais je pense qu'ils sont absolument pas hors du groupe. Et j'adore Danti. C'est énorme match. Hein. Quand tu mets un cul à rétalique, tu mérites d'avoir, tu sais, comme à Hollywood, là, ta main dans le sol. Là. C'est excellent ce qu'il fait. Et j'aime beaucoup Danti en super remplaçant. Là, tu mets Danti en 22 ou 23, là, te rentres à 20 minutes du match, les mecs en face, ils pleurent. Et Bah, si en plus tu avais Fikou Wakao pendant 1 heure de jeu, oh, les mecs en face, ils démissionnent, ils arrêtent. moi, alors, ton constat est clairement un bon constat, mais c'est facile d'avoir des bons constats avec ce type de joueurs de toute façon. Donc on n'est pas des Oui. magiciens, c'est juste que les joueurs sont magnifiques. Moi, je vois plutôt les choses. Alors j'aime vraiment Arthur Vincent, et le pire, c'est que c'est toi de base, c'est moi qui étais sceptique de base, et toi qui m'avais convaincu, et maintenant c'est moi qui suis vraiment le plus convaincu, je pense. J'aimerais bien, alors, qu'on joue avec Ficou 12, Vincent 13, ou Danti 12, Ficou 13, une de ces deux options, mais que de manière systématique, Vakatawa soit sur le banc. Parce que je suis sûr, personnellement, et d'ailleurs, je veux la même chose pour Olivon, je veux que si Olivon revient en forme physiquement, il soit remplaçant en troisième ligne. Et qu'on fasse rentrer ces Vakatawa, Olivon, des joueurs vraiment très forts. Il ne faut pas avoir la culture de l'instant. Ce qu'ils ont fait sur les deux derniers tournois, enfin surtout Vakatawa le premier, il était blessé au deuxième, et Olivon sur les deux tournois, ce qu'ils font, ce genre de joueurs, c'est monstrueux. Olivon, c'est un marqueur d'essai énorme, un gratteur, un plaqueur, tout ce que tu veux. Mais ces joueurs-là, Coureur. un coureur énorme, ces joueurs-là, vous les faites rentrer à 25 minutes, 30 minutes de la fin, c'est un apport monumental. Sachant qu'on a aussi du Jalibert, on en a parlé tout à l'heure de Bernard Leroux, d'un Peato Movaca, tout ça. Ça peut être bénéfique, mais comme jamais, on peut gagner des matchs, on peut gagner des dizaines de matchs sur les 20 dernières minutes avec ce genre de joueurs.
Donc Ah Vakatawa, ouais, peut-être on a vu que Vakatawa, on peut gagner sans lui titulaire, on peut jouer sans lui et gagner sans lui titulaire. Alors pourquoi pas, comme Olivon, le faire venir en remplaçant? Et là, tu prends un apport de malade. ouais, tu choisis un peu ton adversaire. Quand tu joues contre l'Italie, tu commences avec une Danti, Vincent, tu fais reposer Mm, et tu mets Vakatawa sur le banc. Quand tu vas en Angleterre, bah là, tu sors la grosse armada, quoi. mm. Mais il va falloir voir quand même les performances de Vakatawa quand il va revenir en club. Parce qu'il peut, on le connaît, Vakatawa, il peut revenir en club et être monstrueux, sortir des passes que non seul lui, quasiment dans le monde, a le secret. Donc, moi, je serais pas donné de le voir titulaire. Maintenant, le voir remplaçant, c'est pas honteux, surtout quand tu vois le match de Dantificou, que c'est à Arthur Vincent derrière et tu dis que tu es plus convaincu par ce joueur. Personne dans ce monde n'est plus convaincu par Arthur Vincent que moi. Mais non, mais, Personne. non, mais, non, Personne. mais c'est clair, non, mais c'est clair que Vincent, moi, je trouve que c'est un joueur. Alors, c'est pas encore le plus puissant, c'est pas encore le plus rapide, mais son apport, on l'a vu là pendant la tournée en Australie, est énorme. C'est un joueur qui a un Q rugby et et une attitude qui est énormissime pour une équipe, pour un collectif. Irréprochable. Et il est irréprochable sur tous les points. Et en fait, t'as l'impression que c'est un joueur qui fait pas d'erreur. Et ça c'est vraiment incroyable ce genre d'apport. Donc moi je serais quand même d'avis, ouais, est-ce que Vincent il a carrément une chance encore pour 2023 et je pense que ce sera le cas. Barassi part avec un peu plus de retard, il a un profil qui est, on va dire, plus handicapant dans les gros matchs au moins. Ouais, Barassi, il est un peu frêle physiquement. Après, il est jeune aussi, hein. On le sait, dans sa carrière, tu prends du poids. Il va prendre certainement 5 kilos dans sa carrière au final. Quand il va arriver vers ses 26-27 ans, il fera, je sais pas quel poids il fait, mais il fera autour des 85-90 kilos certainement. Il va prendre du poids. Mais oui, c'est vrai que Barassi a un peu de retard parce qu'il est moins performant que les quatre autres, hein, Mm, on peut dire les choses. Pareil pour Ambo et Fana, tous ces gars-là sont moins performants, donc c'est vrai qu'il a un peu de retard. Maintenant, c'est pas des gens qu'il faut enterrer. mm. Non, il faut pas les enterrer, Parce mais qu'il même des joueurs surtout que comme, Barassi va aller à Toulouse. voilà, c'est ça, à Toulouse il va s'éclater. On parle de Toulouse, il faut pas non plus s'enlever de la tête Lebel, Tozin, même Ramos qui fait une saison hors norme pour l'instant avec Toulouse. Donc voilà, le vivier est énorme, je pense que c'est le meilleur vivier de l'histoire du rugby français. Maintenant il va vraiment falloir bien le gérer parce qu'on peut mettre que 15 joueurs sur le terrain, 23 dans la liste. Et déjà on a hâte d'être à la prochaine avec les 6 nations. Ah bah moi, là, je t'avoue que limite, non, quand même pas. Ah, Faut pas rigoler, ça mais a coupé, on dirait que notre Discord ne voulait pas entendre tes ânes. les fêtes vont être géniales. On va pas faire un super bon moment en famille. Par contre, le mois de janvier, on va s'emmerder, quoi. Ah, c'est clair que là, les 2 mois, ils vont être longs parce que l'équipe nous a tellement régalé. On vit des émotions, je pense que vous ressentez ça, vous qui êtes passionné par le 15 de France. On vit des émotions qui sont hors normes depuis notre canapé avec eux et pour les plus chances au stade. Mais c'est incroyable, moi je sais que j'ai sauté partout. On disait que Penaud, il pouvait avoir, il pouvait se comporter comme un âne sur le terrain. Moi, je me suis comporté comme un âne devant ma TV, je peux vous le dire. Donc on a Ah hâte bah que oui, ça moi, je suis tout recommence. seul chez moi dans mon sous-sol. Malheureusement, le plafond est à 1,95 m de fait que les sauts sont assez vite limités pour mon cas. Mais je peux vous assurer que j'ai bondi sur mon canapé. Bah écoute, moi je veux bien qu'on reste sur cette anecdote de ta hauteur de plafond dans ton sous-sol. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir, Max. On remarque aussi que sur Toujours un Twitter, vous plaisir. demandez des posts sur l'équipe de France plus réguliers. Et je pense qu'on répondra à votre demande parce que nous, notre équipe préférée, on ne vous dira pas nos clubs préférés, mais notre équipe préférée, c'est l'équipe de France. Et du coup, on a hâte d'en parler, on en parlera tout le temps parce que l'actualité du top 14, c'est aussi celle de l'équipe de France. On a tout dit, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, le Club 115, Facebook, Twitter, sur le site, Et toi, discuter avec nous. exactement, discutez avec nous, Discuter avec venez parler, vous n'avez pas le même avec nous, vous n'avez pas le droit, mais parlez quand même. Non, non, mais s'il y a des fans nous. Vous d'Anthony avez surtout Bello, pas le droit. etc., s'il y a des fans d'Anthony Bello qui viennent le dire, ils seront les bienvenus. Il y a Avant de se faire bloquer, ils seront les bienvenus, bien évidemment. Donc venez. exactement aucun souci. Bon, Max, on va se quitter? Ça me va, c'est parfait. Ciao à tous, à la prochaine. Prochain podcast, ce sera la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Salut Max, salut à tous. Salut, ciao, bye à tous. Bonne soirée.